Son nom est Salvatore Rina. Mais l'Italie ne retient que son surnom, la Belva, la bête. Parti des ruelles poussiéreuses de Corleone, il a noyé la Sicile sous le sang pour s'asseoir sur le trône de Cosa Nostra. Puis, ivre de pouvoir, il a défié l'État lui-même, à coups de bombes qui ont fait trembler la République et d'une omerta qui a glacé les cœurs. Aujourd'hui, dans ce tribunal de béton armé, ce n'est pas un homme que l'Italie juge, mais son propre cauchemar. Le pays entier retient son souffle, cherchant une réponse dans le regard du monstre. Leur comédie. Ils ont construit un théâtre pour leur comédie. Mais ils nous ont mis dans des cages, comme des animaux, pour que le bon peuple de Palerme puisse venir voir les bêtes. Ils pensent nous humilier. Ils ne comprennent pas que même dans cette cage, un homme reste un homme. À Corleone, il y avait deux États. L'État italien, qui était à Rome, loin, un étranger qui n'envoyait que des carabiniers pour prendre nos fils pour ses guerres ou nos récoltes pour ses impôts. Et puis, il y avait l'autre État, le vrai, celui du respect. Chez nous, une poignée de main, une parole donnée. Ça valait plus que toutes les lois écrites par des avocats dans des palais dorés. J'ai appris ça avant même de savoir lire. La fin t'apprend tout. Et vite. Mon père, Giovanni, était un paysan, un homme dur, qui travaillait la terre pour rien. Il voulait juste une vie tranquille. Mais la tranquillité, à Corleone, ça n'existe pas. La guerre arrive, les Américains débarquent. Ils laissent derrière eux des promesses et des bombes. En 1943, mon père en trouve une, non explosée, dans son champ. Il a pensé pouvoir récupérer le métal, la poudre, etc. C'était une bêtise. Une erreur de paysan qui a faim. L'explosion l'a déchiqueté. Lui et mon petit frère Francesco. J'avais 13 ans à cette époque. Et ce jour-là, je n'ai pas pleuré. J'ai compris. J'ai compris que la faim te fait faire des bêtises. Et que les bêtises te tuent. J'ai compris que je ne serai jamais un paysan. J'ai refusé de mourir pour une poignée de métal. Je suis devenu le chef de la famille. La faim était toujours là, mais la peur, elle, était partie avec mon père. À Corleone, soit t'es un mouton, soit t'es un loup. Mais j'ai vite choisi mon camp. À 19 ans, il y a eu une dispute. Un type de mon âge qui a manqué de respect. Une bagarre. Je suis sorti armé et j'ai tiré. C'est simple. Un homme doit savoir se faire respecter. Votre État, celui de Rome, m'a condamné à 12 ans. J'en ai purgé 6. Pour vous, c'est un crime. Pour moi, c'était une affirmation. La prison. C'était mon université. J'ai rencontré des hommes, des vrais. J'ai écouté et j'ai appris. Et quand je suis sorti, un homme m'attendait. Un homme qui avait compris qui j'étais. Il s'appelait Luciano Leggio. Lui non plus n'était pas né pour être un paysan. Il avait l'ambition, l'intelligence, la férocité. Il a vu en moi et en mon ami d'enfance. Bernardo Provenzano. Les bras qui lui manquaient pour réaliser ses rêves. Le vieux boss de Corleone, Michel Navarra, était un docteur, un homme du passé, qui parlait aux politiciens de Palerme, qui composait. Leggio, lui, voulait tout. Il ne voulait pas parler. Il voulait prendre. Alors il nous a recrutés. Bernardo Utraturi, le tracteur, qui réfléchissait et qui planifiait. Et moi, Toto, celui qui n'avait pas peur de se salir les mains. Navarra nous appelait ses lieutenants. Pauvre docteur. Il ne savait pas encore que les lieutenants finissent toujours par tuer le général. C'est la règle, hein. La seule qui vaille. La guerre contre Navarra. C'était une succession. Le vieux devait laisser la place au neuf. C'est la loi de la nature. Le docteur Navarra était un homme du passé. Il se croyait puissant parce qu'il dînait avec des députés à Palerme. Parce qu'il serrait la main du préfet. C'était un bourgeois. Il pensait que le pouvoir, c'était de parler. Leggio, lui, nous a appris que le pouvoir, c'est de se faire obéir. Et pour se faire obéir, il faut d'abord se faire craindre. Navarra nous méprisait. Nous étions ces vidani, ces paysans. Des jeunes bons à faire le sale travail. Ils ne voyaient pas que le monde changeait.
Nous avons commencé par lui couper les racines, une par une. Ces hommes les plus fidèles, les plus dangereux, ils ont eu des accidents. Une voiture qui sort de la route, une partie de chasse qui tourne mal, une dispute qui finit à coups de couteau. Des faits divers. La vie à Corleone est dure. Les gens meurent, Navarra devenait un général sans soldats, un roi nu. Bon, il a compris, mais trop tard. Le 2 août 1958, il rentrait chez lui, sur une route de campagne. Il se croyait intouchable dans sa voiture. L'erreur des hommes qui se pensent trop importants. Plus de 200 balles. Mitraillette américaine. Efficace, propre. Le docteur n'a même pas eu le temps de souffrir. Ah, ce n'était pas personnel, C'était nécessaire. Pour prendre Corleone, il fallait couper la tête. Après sa mort, il a fallu nettoyer. C'est comme dans un champ. Quand on arrache une mauvaise herbe, il faut enlever toutes les racines. Sinon, tout repousse. Tous les amis de Navarra, tous ceux qui lui devaient quelque chose, tous ceux qui auraient pu vouloir le venger, il fallait leur parler. Et nous leur avons parlé. À notre manière. Le 6 septembre 1958, on a tendu la fosse paix. Un rendez-vous au bastion San Rocco. Pietro Mori, Giovanni et Marco Marino sont venus parler de l'avenir. Ils sont pas repartis. Autour, les Navarriens s'étaient postés. La soirée a tourné en une fusillade ouverte. Après, la liste a continué. Le 13 octobre 1958, Carmelo Lobu. Le 11 février 1961, Vincenzo Cortimiglia, pour ne citer que. C'est comme ça qu'on arrache les racines, une par une, jusqu'à ce que le champ nourrisse l'ordre nouveau. Après ça, Corleone était pacifié. Un nouvel ordre était en place. L'ordre de Luciano Leggio. Leggio était le nouveau roi. Mais un roi qui fait trop de bruit attire l'attention de Rome. Il a dû se cacher, vivre comme un fugitif, à partir de 1964. Votre État l'a ensuite arrêté en 1974. Il croyait avoir gagné. Il croyait qu'en mettant Leggio en prison, Corleone était fini. C'était leur deuxième erreur. La première, c'était de nous sous-estimer. La deuxième, c'était de ne pas comprendre que Leggio nous avait tout appris. En prison, il était une légende. Dehors, c'est nous qui tenions la boutique. Moi et Provenzano. Corleone était à nous. Mais Corleone, c'est petit. C'est une pierre dans la grande Sicile. Le vrai pouvoir, le vrai argent, il était à Palerme. La drogue, les contrats publics, les raffineries d'héroïne, tout passait par là. Et c'était tenu par des hommes comme Navarra, des bourgeois. Les Bontate, les Inzerio, les Badalamenti. Ils faisaient des affaires avec les Américains. Ils organisaient des fêtes, ils se pavanaient dans des voitures de luxe. Ils parlaient, ils négociaient, ils partageaient. Ils étaient devenus faibles, des commerçants. Nous étions des guerriers. Et il était temps pour les paysans de Corleone d'aller prendre la capitale. Ce n'était pas une guerre, c'était un nettoyage. Une polizia. Cosa Nostra, à Palerme, était malade. C'était devenu un salon bourgeois, un club de commerçants. Les Bontate, les Inzerio, les Badalamenti. Ces hommes-là avaient oublié d'où ils venaient. Ils se prenaient pour des Américains. Ils serraient la main des politiciens le jour et géraient le trafic d'héroïne la nuit. Mais ils avaient perdu le principal, l'honneur. Ils ne respectaient plus les règles. Ils gardaient l'argent pour eux. Ils traitaient avec qui ils voulaient. Ils méprisaient les familles des provinces. Ils nous appelaient Itvidani, les paysans. Ils pensaient que parce que nous venions de Corleone, nous étions stupides. Ils ne comprenaient pas que nous étions restés purs. Nous étions les vrais hommes d'honneur. Eux n'étaient que des marionnettes gonflées d'argent et de vanité. Une organisation comme la nôtre ne peut pas survivre avec une direction aussi faible, aussi corrompue. Il fallait couper le bois mort pour que l'arbre puisse continuer à grandir. Et c'est ce que nous avons fait. Ils n'ont rien vu venir. Le 23 avril 1981,
Stefano Bontade, le prince de Villa Grazia, le plus respecté de tous. Il sort d'une fête d'anniversaire. Et c'était le début. Quelques semaines plus tard, Salvatore Inzerillo, son tour. Puis, un par un, tous leurs alliés, tous leurs soldats. Et pas seulement eux. On a séché le terrain autour de Contorno. Ceux qui pouvaient le couvrir, familles, proches, ont été éliminés. C'était leur grande erreur. Ils croyaient aux vieilles règles. Ne pas toucher aux familles, aux enfants. Des règles de temps, de paix. Mais nous étions en guerre. Et en temps de guerre, pour gagner, il faut anéantir l'ennemi. Pas seulement le soldat, mais aussi la graine du soldat. Pour qu'il n'y ait pas de vengeance. Jamais. Ils nous ont traités de bêtes, de sauvages. Ils n'ont rien compris. C'était de la chirurgie. Précise, rapide. Nous avons utilisé la terreur comme un outil. Une voiture qui explose, ça ne tue pas seulement ceux qui sont dedans. Ça envoie un message à toute la ville. Ça dit, personne n'est à l'abri. Le vieux monde est mort. Il n'y a plus de règles, sauf les nôtres. En 2 ans, c'était fini. Palerme était à nous. J'ai réuni la Commissione, le gouvernement de Cosa Nostra. Avant, c'était un parlement où l'on discutait pendant des heures. Je l'ai transformé en un tribunal. Mes décisions étaient les seules décisions. J'ai apporté la paix, ma paix, l'ordre, mon ordre. Cosa Nostra était enfin unifiée, forte, disciplinée, une seule armée avec un seul chef, moi. La guerre à l'État. C'est l'État qui nous a déclaré la guerre, pas l'inverse. Pendant 50 ans, il y a eu un pacte, un accord non écrit. Nous, en Sicile, nous garantissions la paix, notre paix. Nous garantissions les votes, des centaines de milliers de votes pour le bon parti, la démocratie chrétienne. En échange, à Rome, nos amis s'assuraient que les procès se terminent bien. Une sentence un peu lourde en première instance, pas de problème. En appel, tout s'arrange. En cassation, tout disparaît. C'était un équilibre. Nous contrôlions la terre et ils contrôlaient les palais. Chacun à sa place. Des hommes comme Salvo Lima étaient les ambassadeurs. Les ponts entre nos deux mondes, ça a fonctionné pendant des décennies. Et puis, ils ont eu peur. Après notre nettoyage à Palerme, nous étions devenus trop visibles, trop puissants. Les politiciens de Rome se sont mis à trembler. Ils ont pensé qu'ils pouvaient nous sacrifier pour sauver leur propre peau. Ils ont rompu le pacte. Ils ont lâché leurs chiens, les juges, comme ce Giovanni Falcone. Ils ont monté cette comédie, ce maxi-procès. Et pour le remplir, ils ont utilisé le pire poison qui soit. Les pentiti, les traîtres. Des hommes sans honneur comme Tommaso Buscetta. Un homme qui a fui, qui a perdu, et qui, pour sauver sa misérable vie, a vendu ses frères. Il a parlé. Il a raconté des mensonges, mélangés à quelques vérités. Juste assez pour que les juges puissent construire leur théâtre. Il a violé la règle la plus sacrée de Cosa Nostra. L'omerta, la loi du silence. Un homme qui parle n'est plus un homme. C'est un infâme. Et les infâmes, ils méritent une seule chose. L'État nous a trahis. Alors, nous avons dû lui répondre. Ce n'était pas de la violence aveugle. C'était des messages. Des phrases écrites avec du sang et du feu. Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane. Obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino. Il attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della squadra. Si è ucciso a Palermo Salvo Lima, un assassinio che turba la campagna elettorale. Quand l'État a envoyé le général Dalla Chiesa à Palerme avec les pleins pouvoirs, nous avons montré à Rome ce que ça valait, ses pouvoirs face aux nôtres. Quand Salvo Lima n'a pas pu tenir ses promesses et garantir l'annulation des sentences du maxi-procès, il a payé le prix de son incompétence. C'était un ambassadeur qui avait échoué, il fallait le rappeler. Et puis, il y avait Falcone, c'est son ami Borsellino. Ils étaient le symbole de cette trahison. Ils étaient la main de l'État qui voulait nous étrangler. Ils ont refusé de comprendre, ils ont continué. Alors il a fallu les arrêter, définitivement. L'autoroute de Capaci, le 23 mai 1992. Pour Falcone, 500 kilos de TNT, un travail d'ingénieur. Propre, spectaculaire. C'était un message pour toute l'Italie. Pour leur dire, vous pouvez nous juger, mais nous pouvons vous effacer de la surface de la Terre.
ils n'ont pas compris. Alors, 2 mois plus tard, via D'Amelio, pour Borsellino, une voiture piégée, mais efficace. Ils ont voulu la guerre, ils ont eu la guerre. Totale. Nous leur avons montré que Cosa Nostra n'était pas une bande de voleurs de poules. C'était un contre-État, et que nous étions prêts à tout pour survivre. Un roi ne tombe pas. Il est trahi. L'État italien n'aurait jamais pu me prendre. Jamais. Pendant 23 ans, j'ai vécu à Palerme sous leur nez. Je sortais, j'allais à la messe et je faisais mes affaires. Ils ne m'ont jamais trouvé parce qu'ils ne me cherchaient pas vraiment. Ou plutôt, ceux qui me cherchaient n'étaient pas ceux qui commandaient. Ma guerre, elle avait fait trop de bruit. Elle dérangeait tout le monde. Les politiciens à Rome qui avaient peur que je parle de nos vieux accords. Et même certains de nos amis à Palerme qui trouvaient que les bombes attiraient trop l'attention et nuisaient au business. Ils voulaient revenir au silence, à la négociation, à la faiblesse. Un homme, seul, voulait ça plus que tout. Mon vieil ami, Bernardo Provenzano. Oh, Bernardo pensait que ma stratégie était une folie. Il voulait que Cosa Nostra redevienne invisible, qu'elle s'immerge. La sommersione, comme disent les journalistes. Il a attendu son heure. Et quand l'État a eu assez peur, ils ont commencé à parler. Pas avec moi, avec lui. Un pacte a été conclu, un nouveau pacte. Pour arrêter la guerre, il fallait arrêter celui qui la faisait. Il fallait arrêter Rina. Le 15 janvier 1993, mon chauffeur, un petit soldat sans envergure, Balduccio Di Maggio, me vend au carabinier. Un traître, un de plus. Mais il n'était qu'un pion. On lui a dit quoi faire. On lui a dit où je serais. C'était propre. Pas un coup de feu. L'État voulait clamer sa grande victoire. Et Provenzano pouvait prendre ma place et ramener la paix. Leur paix. Voilà la vérité. Je n'ai pas été vaincu, j'ai été vendu. Et maintenant, vous me jugez. Vous m'avez condamné à 20, 30 perpétuités. Vous m'avez mis à l'isolement total, sous le régime 41 bis. Vous croyez m'avoir brisé. Mais vous ne pouvez pas briser un homme qui ne se repent pas. Se repentir, c'est admettre qu'on a eu tort. Et je n'ai jamais eu tort. J'ai fait ce qui devait être fait, selon nos lois, pas les vôtres. Mon héritage, ce n'est pas le nombre de morts. C'est d'avoir montré ce que c'est le vrai pouvoir. D'avoir montré qu'une poignée d'hommes de Corleone pouvait faire trembler un État tout entier. Cosa Nostra n'est pas morte avec mon arrestation. Elle a juste changé de stratégie. Elle est retournée sous terre, comme le voulait Provenzano. Mais tant qu'il y a la pauvreté en Sicile, tant qu'il y aura l'injustice de votre État, il y aura des hommes comme moi. Toujours. Salvatore, Toto, Rina ne se repentira jamais. Condamné à 26 peines de prison à perpétuité, il passera les 24 dernières années de sa vie en régime d'isolement total. Il meurt en prison le 17 novembre 2017, à l'âge de 87 ans, emportant avec lui les secrets des pactes entre la mafia et l'État. Après son arrestation, son successeur désigné, Bernardo Provenzano, a plongé Cosa Nostra dans la clandestinité, privilégiant l'infiltration économique et la corruption à la violence spectaculaire. Une stratégie qui a permis à l'organisation de survivre, mais qui n'a pas empêché son lent déclin. Provenzano sera finalement arrêté en 2006 après 43 ans de cavale. Dans sa quête de pouvoir absolu, Toto Rina, la bête, a mené Cosa Nostra à son apogée militaire, avant de provoquer sa quasi-destruction. En déclarant une guerre totale à l'État, il a forcé ce dernier à réagir avec une force sans précédent, provoquant une vague de repentis qui a décimé l'organisation de l'intérieur. Ironie de l'histoire, le paysan de Corleone, qui voulait devenir le roi de la Sicile, restera dans les mémoires comme le parrain qui, par sa propre démesure, a porté le coup le plus dur à l'organisation qu'il voulait rendre invincible.